Sia est là également, bonjour. Alors j'allais vous présenter comme porte-parole de Reconquête, mais voilà, vous partez de Reconquête. Mais d'abord, j'ai jamais été porte-parole de Reconquête, j'étais porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, ou porte-parole d'Éric Zemmour, dans le temps de la campagne. Et la campagne étant terminée, voilà, je reprends mes activités antérieures. Mais ça veut dire quoi, les rats quittent le navire? Pas du tout, non. D'abord, je suis pas un rat. Vous connaissez l'expression. On va pas jouer sur les mots. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai vécu une aventure extraordinaire pendant cette campagne. J'ai vécu des moments galvanisants, des moments merveilleux. Enfin, on sent que Éric Zemmour a vraiment allumé une espérance dans des centaines de milliers de personnes que j'ai pu croiser à la faveur des meetings, etc. Donc c'était vraiment une belle aventure, quelque chose de nouveau a été créé. Je vous rappelle quand même que c'est un mouvement qui date d'il y a 3 mois, 122 000 adhérents, il n'y a aucun parti qui peut se prévaloir de ça, donc voilà. C'est bien de faire la promo alors que vous en partez. Non, mais moi, après, si vous voulez, moi je veux reprendre mon activité médiatique, je veux reprendre mon activité intellectuelle à l'Institut Apollon où j'avais créé, rappelez-vous, quand j'étais parti du Rassemblement National. Donc voilà, je pense que je suis plus utile pour les idées du camp national ailleurs. Mais vous imaginez bien, il y a Antoine Guers qui est parti, il y a Guerin Steinroquian qui part, maintenant vous, voilà. Oh, je crois qu'il ne faut pas faire des agrégations et trouver un fil conducteur unique à l'ensemble de ces départs. Quand il y en a 3 qui partent du Rassemblement National pour aller chez vous, c'est un mouvement d'ampleur, et quand il y en a 3 qui partent de chez vous, c'est plus personne. Non, mais là, quand les gens partent du Rassemblement National pour venir chez nous, il y a une raison. Soit situé au Rassemblement National, soit parce que nous sommes attractifs, et je pense que c'est la deuxième hypothèse. En revanche, après une campagne... Ah non, mais moi, j'ai pas quitté le Rassemblement National pour rejoindre Éric Zemmour. J'ai quitté le Rassemblement National pour être d'abord un homme libre. Pendant 1 an, j'ai quand même eu une activité médiatique et une activité intellectuelle avant de rejoindre Éric Zemmour quand il a créé son parti. Mais j'ai eu quand même plus d'1 an entre les deux. Là, les gens partent, si vous voulez, chacun a ses raisons. Il n'y a pas de raison particulière unique au départ de tout le monde. Une campagne présidentielle est terminée. Je pense encore une fois qu'il y a le temps de la campagne présidentielle. Une fois que la campagne présidentielle est terminée... Là, il y a les législatives. Vous savez que... Pour les législatives. Oui, mais je pense que je suis plus utile pour nos idées ailleurs. Non, pas du tout. Non, je pense au contraire qu'il y a un grand avenir. Alors, on nous dit, mais il a fait que 7%. Mais attendez, tous les mouvements, quand ils ont créé, ils ont fait combien ? Le Front National, en 72, quand il a été créé, il a fait combien aux élections suivantes ? 0,2%. Éric Zemmour crée un mouvement à une présidentielle pour la première fois en 3 mois, il fait 7%. Il écrase les Républicains, donc vous pouvez pas me dire qu'il ne s'est rien passé. Mais pourquoi vous partez alors ? Mais parce que je vous dis, mais c'est pipeau, ça. Enfin, honnêtement, franchement. Mais non, mais attendez, dites que l'explication ne vous convainc pas, mais moi, c'est mon explication. D'accord, c'est l'officiel en tout cas. Et l'officieuse. Voilà, je reprends mon signe Apollon. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait autant de gens qui partent tout à coup, qu'il y ait 3 personnes fortes, 3 personnes importantes, parce que vous en faites partie, symbolique du combat d'Éric Zemmour, et qui se barrent ? Non, je pense pas. Je pense encore une fois qu'il y a le temps de la campagne présidentielle. Une fois que la campagne présidentielle est terminée... Là, il y a les législatives. Vous savez que... Pour les législatives. Oui, mais je pense que je suis plus utile pour nos idées ailleurs. Voilà. Les législatives, il va y avoir beaucoup de candidats. Après, ils vont présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Moi, je pense que mon combat est plus utile ailleurs. Et puis, je ne vous cache pas que vous me manquiez, Jean-Marc. Oui, ça doit être ça, sans doute. Mais c'est intéressant parce que vous dites « ils vont présenter ». Ça y est, vous êtes dehors, quoi. Ah ben moi, vous savez... Il vous a dit quoi, Éric Zemmour, quand vous lui avez dit que vous partez ? Ah, pas du rien, on a eu une discussion très amicale. Mais attendez, Éric Zemmour, alors, sur le plan personnel, Éric Zemmour est un ami, il le restera, il a été un ami bien avant son aventure politique, je le connais depuis plus de 10 ans, et il restera bien sûr mon ami par la suite, et rien ne change de ce côté-là. Voilà. Il vous a dit quoi quand vous lui avez dit « je pars » ? Rien, il m'a dit « qu'est-ce que tu aimerais faire ?» Je lui ai dit « voilà », il m'a dit « bah très bien ». Voilà. C'est tout. Ouais. Mais vous savez, il n'a pas essayé de vous retenir. Éric Zemmour est quelqu'un humainement de très 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 sympathique. Non, personne n'a dit le contraire. Juste, il n'a pas essayé de vous retenir. Non, mais Éric Zemmour croit en la liberté des gens, Monsieur Morandini. Vous voyez, donc quand quelqu'un vient le voir et lui dit j'ai envie de faire ça, je préfère faire ça, Éric Zemmour est très respectueux de la liberté des uns et des autres, sans que ça n'enlève rien à l'amitié qu'on a. Tous les deux. Lors de l'élection législative. Jean Messia, vous pensez que Reconquête doit s'allier avec le Rassemblement National ? En tout cas, que le Rassemblement National doit s'allier avec Reconquête ? Bah écoutez, on n'arrête pas de dire dans tous les domaines que l'union fait la force. Je vois pas pourquoi en politique ce serait le seul domaine où ça ne s'applique pas. D'ailleurs, Éric Zemmour lui-même l'a proposé.
En cas d'union, évidemment, on peut faire beaucoup plus de députés que si on y va chacun que si le Reconquête et le Rassemblement national, ils vont chacun de leur côté. Et vous êtes d'accord avec la méthode d'Éric Zemmour pour demander l'union, c'est-à-dire taper sur Marine Le Pen? Je ne comprends pas comment. Attendez, je ne comprends pas comment à gauche de l'échiquier, la France insoumise arrive à se mettre autour d'une table avec le PS qui ne fait que 1% pour proposer une union populaire, alors qu'à la droite de l'échiquier, on a un parti qui fait 21% et l'autre parti qui fait 7%, et on n'arrive pas à se mettre autour de la table pour discuter. Ça me paraît quand même hallucinant. Rosa Méziane défend Marine Le Pen. Non, faut l'enregistrer. C'est fou, ça. Elle fait même diffuser à la télé. Elle fait désormais le jeu du populisme d'extrême droite. C'est fou d'avoir que ce soit noté. si peu de nuances, en fait. C'est-à-dire que quand vous décryptez un peu la politique, ce monsieur ne voit uniquement que la vie sous forme d'adhésion. J'adhère au Rassemblement national ou je n'y adhère pas. On est en train d'analyser, en fait, un petit peu ce qui est en train de se passer politiquement. Défendre avec autant de passion Marine Le Pen est quand même Jean Messia vous répond, et Jean Lacapelle aussi, parce qu'il est un peu concerné dans cette histoire. D'abord, dire que les gens partent parce qu'il y a une défaite, c'est faux. Je veux dire, j'étais au Rassemblement national pendant 4 ans. Il y a eu le fameux débat de Marine Le Pen en 2017, et là, il y a eu énormément de départs. J'y suis resté. Donc, c'est pas le fait de perdre ni qui me fait peur, ni qui anime mes décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je n'étais pas membre de Reconquête. J'ai rejoint la campagne. Pas plus que vous ne faites partie du bureau exécutif, visiblement. J'ai rejoint la campagne. Mais non, parce que j'étais pas dans le parti. J'ai rejoint la campagne d'Éric Zemmour, la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Celle-ci étant terminée, eh bien, moi, je rejoins ce que je faisais avant. Je suis désolée, il était intérimaire, on n'était pas au courant. Très bien, c'est noté. Vous savez, non, mais il y a des intérimaires qui sont intérimaires toute leur vie, il n'y a aucun souci. Quand vous faites une campagne présidentielle, vous êtes en CDI. Vous continuez à faire campagne quand la campagne est terminée. Je ne suis pas en politique, monsieur Messia, ça vous a peut-être échappé. On appelle ça intermittent du spectacle. Voilà, vous êtes encore plus tac que moi ce matin. Ça se voit que vous ne faites pas de la politique, parce que ce que vous dites est faux. Moi, je ne crois pas à la théorie du grand remplacement, je crois juste à la réalité du grand remplacement. Ce n'est pas une théorie, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, qui est présent dans les statistiques à la fois démographiques, migratoires, géographiques. Enfin, il suffit de le voir, quoi. Alors évidemment, si vous le voyez, le réel devient d'extrême droite tout d'un coup. Bon, ça c'est une chose. Je m'étonne d'ailleurs. Ça se voit de quelle manière? Non, mais attendez, ça se voit de quelle manière, du coup? Ça se voit de quelle manière? Tous ces enfants qui ont des prénoms arabes, quelle horreur! Non, mais c'est quoi? C'est les prénoms? C'est quoi? Dites-moi. Comment on voit? Vous dites c'est visible, ça se voit. C'est à la fois les prénoms, effectivement. Quand vous avez le quart des gens, des bébés qui naissent qui ont un prénom à consonance arabo-musulmane, ça s'appelle un remplacement. Excusez-moi, quand vous avez 2 millions de personnes qui rentrent en 5 ans, ça s'appelle un remplacement. Vous voulez quand même pas qu'il y ait des centaines de milliers de personnes. Le problème, c'est quoi? Pour vous, attendez, pour vous, j'ai un truc que je piche pas là, c'est-à-dire que on peut faire arriver chaque année des centaines de milliers de personnes en France de manière continue sans que ça change quoi que ce soit à la population du pays. Ça s'appelle de la magie, en fait. Rosa Méziane, vous répondez, et Jade après. Non, mais moi, je ne crois pas que, par exemple, que quand Jean Messia est arrivé en France, il a voulu grand remplacer la France. Moi, je crois qu'en réalité, notre pays... de manière clandestine, en violant des frontières, d'abord. On parle d'autre sujet. Non, mais qui est issu de cette immigration légale, en fait, vient nous expliquer, alors que lui-même n'a grand remplacé personne, vient nous expliquer, effectivement, que le grand remplacement... Sauf que... Est-ce que vous êtes un grand remplaceur, monsieur Jean Messia? Non, je vais vous dire pourquoi. Donc votre théorie, elle tombe toute seule. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'assimilation. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en France, on leur demande de s'intégrer, de s'incorporer, de s'assimiler à l'identité française. Donc Jade qui a gardé son nom n'est pas un bon français? Attendez, la France, c'est pas la France, c'est pas un territoire ouvert, un morceau du globe terrestre dans lequel n'importe qui venant de n'importe où, parlant n'importe comment, peut être français. La France, comme tous les pays du monde, elle a une identité. Quand vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, il faut adopter le mode de vie français, la culture française, la manière d'être française. On ne peut pas venir en France en disant je veux rester ce que je suis et en se payant le luxe d'accuser la France de racisme parce qu'elle ne vous accepte pas comme vous êtes. C'est là le délire gauchiste. Et la préférence nationale, ça, elle existait sous Roger Salingro en 1934. Hein. C'est lui, on est en 2022. C'est lui qui l'a mise en place. Elle a depuis évolué. Et la préférence nationale me semble une très bonne chose aujourd'hui. En effet, quand vous avez 6 millions 700 000 chômeurs. Je vais te répondre, moi. Moi, je vais te répondre. Dis-moi, quand t'es vous le tutoyez tout à coup. On peut se tutoyer. Non, pas du tout. Parce que vous tutoyez aussi, arrêtez de faire l'hypocrite. Non, je vous tutoie pas. Là, on est respectueux. Bien sûr, mais le tutoiement, c'est pas un manque de respect. Tutoyons-nous, c'est beaucoup mieux. Vous croyez qu'au Liban, un Français, dans l'État libanais,
quelqu'un qui serait libanais et français peut rentrer dans les services de renseignement libanais? Non mais alors là, vous mélangez tout. Alors très honnêtement, aux États-Unis, on parle d'entreprise, on parle de la Poste, on parle de la SNCF, c'est marqué là. Vous savez très bien qu'en France, en effet, ne prenez pas pour dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, les gens sûr dans le régalien. Non, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays. Non mais c'est déjà le cas aujourd'hui dans la fonction publique, vous devez être français. Oui, mais dans tous les pays. Non. Dans la fonction publique, vous devez être français, c'est déjà dans le... On parle d'entreprise privée là, on parle pas de service public, vous êtes dans énormément de pays au monde, y compris des pays occidentaux, des grandes démocraties comme les nôtres, si vous êtes binational, il y a des emplois que vous ne pouvez pas exercer, et c'est pas des dictatures. Mais moi je pense du coup aux expatriés français qui travaillent parfois pour des entreprises à l'étranger. Ils ont une carte de résident, ils n'y travaillent pas en tant que... Non mais peu importe, c'est-à-dire que si... Les pays du Golfe que vous adorez, de toute façon, ils donnent la nationalité à personne. De toute façon, à part les macronistes, il n'y a que qui réfléchissent. Les autres, il n'est pas l'arrogance de M. Macron. Ça fait lui écouter sa réélection. C'est chauffé, c'est réchauffé. Si vous n'avez que ça, pour vous, les électeurs en ont marre de vos anathèmes. Ah ouais, en attendant le ras-le-bol que vous dites, soi-disant de nos électeurs, Macron y a été confronté à Cergy hier. Moi, quand on voit d'ailleurs les déplacements d'Emmanuel Macron tout au long de sa présidence, et le déplacement de Cergy n'y fait pas exception, il est partout très mal accueilli. Et malgré le fait que très mal accueilli, il y a eu un petit incident. À chaque fois, franchement, il y a un accident qui a duré 2 minutes. On lui prépare la visite, elle a duré pendant 2h30. Globalement, on peut pas dire que à chaque fois, vous condamnez on l'a vécu sur CNews. Je vous ai pas entendu condamner les violences à l'égard d'Éric Zemmour. Bien sûr que si. Allez chercher sur Twitter. Vous y êtes plus. Allez voir. Est-ce que vous condamnez cette attaque? Est-ce que vous condamnez que je sois plus sur Twitter? Oui, mais bien sûr. Je termine. Cette attaque, on me dit, attendez, le président de la République se déplace. On lui prépare le terrain. Il y a des figurants qui l'attendent à chaque fois. Des gens qui sont triés, qui sont sélectionnés. Et malgré ça, on trouve le moyen d'être mal accueilli. Moi, j'ai souvenir quand même que des responsables politiques comme Salvini, comme Trump, comme Orban, lorsqu'ils descendent dans la rue, et qu'ils n'ont même pas de garde du corps, ils sont, en tout cas, eux sont très populaires chez eux, vous voyez. Est-ce qu'ils ont le choix? Le président, il n'y a pas d'opposition. Excusez-moi, Trump avait une opposition. Salvini aussi, la preuve, il est plus au pouvoir. Donc arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Donc c'est des gens qui sont aimés, qui sont appréciés spontanément. Il s'est pris un jet de tomate, c'est pas non plus. C'est une agression. Oui. Donc si vous voulez, moi je crois que Emmanuel Macron, il dit qu'il cristallise toutes les colères, mais c'est normal. Il porte toutes les colères. C'est pas un président qui a été élu par conviction ou sur un choix d'adhésion. C'est un président qui a été le moins rejeté. Donc forcément, la colère s'exprime dans la rue. Non mais on parlait tout à l'heure du Premier ministre. Là, moi je sais pas, j'en pince pour Elisabeth Borne. Je pense qu'elle a un côté Richelieu. Voilà, Elisabeth Borne, ça fait rêver en fait. Voilà, je voulais. Non, mais juste pour répondre à Zad, en fait, le macronisme nous explique que rien n'est possible. Donc freiner l'immigration, c'est pas possible. Réindustrialiser la France, ça n'est pas possible. Faire du patriotisme économique, ça n'est pas possible. Rien n'est possible. Le macronisme, c'est l'impossibilisme. On ne fait pas les choses. On les fait pas du tout, si vous voulez. On les fait pas du tout. Quant à dire que le Rassemblement national ou Reconquête a des relents racistes, s'il vous plaît. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi les dom-toms votent à majorité pour un parti raciste. On fait vite parce qu'on est à la bourre. Non, mais on est chez les fous. Voilà une voiture qui est contrôlée, qui décide de foncer sur les flics pour les tuer, parce que s'ils n'étaient pas dégagés, le mec serait mort. Donc excusez du peu. Et effectivement, il tire au fusil parce que effectivement, c'est la seule arme dont il a à disposition en bandoulière. Il n'a pas à la sortir. Et comme on est dans l'urgence, il se sert de ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire son pistolet mitrailleur. Dans aucun pays au monde, je répète, dans aucun pays au monde, un policier dans une telle situation aurait été mis en difficulté. Cela prouve que le système judiciaire est non seulement défaillant, mais qu'il est idéologiquement orienté anti-flic.